for events that we're hosting across the country, please come visit us at canadablockchain.ca. And without further ado, I'm going to introduce our next panel. Pour plus d'informations, vous allez sur canadablockchain.ca. Beaucoup d'informations, un magazine, des forums, beaucoup d'activités, etc. On va introduire les panélistes. Les panélistes vont se présenter eux-mêmes. Bonjour. Donc, on va continuer en français. S'il y a des questions en anglais, on répond également. Donc, mon nom est Laurent Ferrand-Cassin. Je suis managing partner chez Block Zero Advisors, conseil en français. Nous aidons la communauté, c'est une firme de conseillers. Nous aidons la communauté blockchain et actifs numériques dans leurs efforts de construction. Évidemment, ça touche beaucoup Bitcoin et la mine, et l'énergie. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Je vais modérer un panel avec Mike et Toufik. Donc, Mike, oui, merci. Je suis Mike Cohen, je suis PDG de l'entreprise www.re. On opère des centres de calcul à l'université dans différents pays, au Canada et au Paraguay. Présentement, on a à peu près 26 MW de capacité sur 4 sites différents, mais aussi un site de 100 MW en développement. Et en parallèle à ça, donc c'est le côté infrastructure, l'autre côté c'est le côté développement de marché où on est en train de vendre la puissance de calcul en contrat à terme. Et en fait, c'est développer des nouveaux marchés pour cette puissance de calcul-là pour les gens qui n'avaient pas accès directement à l'infrastructure, mais qui veulent avoir une exposition aux bénéfices. merci. Bonjour, Toufik ici, je suis associé fondateur d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Reno Eco. On est un cabinet de boutique qui travaille qu'en crypto-monnaie et actifs digital depuis 2017. Alors, on travaille beaucoup avec des compagnies en minage, surtout au début, quand le crypto-minage était une chose au Québec. C'est moins fructueux ces jours-ci, mais on a toujours une bonne partie de notre travail qui est dedans. Merci. Bon, alors on a eu un premier panel très intéressant sur l'opération des mines, le bénéfice, l'impact immédiat et direct dans les municipalités, par exemple, juste autour. Parlons un petit peu plus de la chaîne de valeur en fait, autour de la mine. Donc, on a l'énergie d'un côté, la mine et l'activité numérique, mais il y en a d'autres qui sont en aval. Je pense que le dernier panel a touché un peu sur tous les éléments de récupération de chaleur possible, de valorisation des produits qui découlent de nos activités. Mais aussi, c'est faut considérer le fait que notre activité d'être un consommateur d'énergie constant, c'est pas quelque chose qui est donné dans plusieurs industries. De pouvoir consommer des quantités d'énergie importantes et pouvoir délester très rapidement et de pouvoir rentabiliser les infrastructures beaucoup plus rapidement. Parce que la qualification du point de vue d'un Hydro-Québec ou d'une autre entreprise d'État qui pourrait fournir l'électricité, leurs calculs sont faits sur des décennies. Nous, nos calculs sont faits beaucoup plus rapidement parce que la rentabilité est différente. Je ne sais pas si ce que tu sous-entendais par chaîne de valeur ou... Oui, absolument. Donc, le rôle de la mine à l'intérieur de l'écosystème de création d'infrastructures énergétiques est important. Parce que quand un Hydro-Québec, par exemple, planifie une sous-station, il y a une capacité de pointe et une capacité médiane, et nous, on peut venir consommer tout ce qui est entre la capacité normale et la pointe.
Et cette pointe-là, en fait, en général, n'est jamais consommée. Elle est consommée quand il fait très très fort, quand il fait très chaud, quand il y a une demande extraordinaire. Et nous, on peut bien l'absorber. Donc, c'est une rentabilité qui autrement, ne pourrait pas se faire. Et c'est justement la raison pour laquelle nos entreprises vont s'installer dans des endroits où l'électricité est abordable parce qu'elle n'est pas utilisée. Parce que l'électricité, c'est une commodité qui est très prisée et c'est très rare qu'elle est plus chère. Puis si elle est plus chère, c'est parce qu'il y a des personnes qui en font. Et si on regarde donc les différentes localités, on compare beaucoup Texas par exemple avec le Québec. On a quand même deux environnements énergétiques très différents. Comment on entend aussi que l'État peut aider l'investissement au niveau des renouvelables, la transition énergétique vers du renouvelable. Au Québec, on est en hydro. Comment est-ce qu'on voit l'impact à l'international et au Québec pour le développement de la transition énergétique? Au niveau environnemental ou au niveau général? Au niveau économique. Au niveau économique, oui. Donc, en ce moment, le Québec a une opportunité massive qui est devant elle. Et cette opportunité-là, ça vient avec notre ressource naturelle. Le Canada, en fait, en général, a un problème. Le problème s'appelle la maladie hollandaise. Vous connaissez, c'est quoi? La maladie hollandaise, en fait, c'est que nous sommes des gros exportateurs de nos ressources naturelles sans en développant des industries, des secteurs secondaires sur ces ressources-là. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent avec les pays africains et dans une autre façon avec l'Australie et le Canada. Et en fait, ceci est une façon qui nuit au long terme l'économie du Québec et du Canada en général. Parce que nous ne pouvons pas utiliser nos avantages comparatifs pour bâtir des industries qui viennent avec ces ressources naturelles. Prenons l'exemple de taux d'exportation d'électricité au Québec. C'est environ 10 sous. Donc, une machine de Antminer S19 XP avec 255 terahash, ça consomme 255 000 kW pour produire une Bitcoin. Ça va coûter en prix d'électricité 23 000 $ environ. Le prix de Bitcoin, c'est 36 000. Donc, nous pouvons ajouter avec une marge d'exploitation de 13 000 $ pour chaque 255 000 kW d'énergie qu'on produit ici. Et ceci est important, parce qu'avec cet argent-là, nous pouvons en fait créer des emplois, créer de la valeur économique et créer de la richesse au Québec qui, en réalité, est en danger. Vous voyez en ce moment que le Canada va être l'un des pays parmi les G7 les moins productifs dans les prochaines 10 années. Et ça, c'est quelque chose qui est grave. C'est grave pour notre économie, et en fait, au long terme, c'est plus grave que l'inflation qui existe en ce moment. C'est que nous ne pouvons pas, en fait, supporter notre économie avec un taux de productivité qui est nécessaire pour faire concurrence sur le marché global. Et l'une de ces raisons-là, c'est parce que nous n'aurons pas suffisamment d'investissements qui existent au Canada et surtout au Québec. Et avec une stratégie où nous pouvons en fait acquérir du monde pour investir au Québec, pour bâtir des centres de données et pour créer les emplois et les valeurs ajoutées avec nos ressources naturelles. Ceci est une stratégie et une politique qui est intéressante pour le bien-être des Québécois. Alors, peut-être pour ajouter à ton point, c'est vrai que, en fait, il y a deux éléments. L'exportation de l'énergie
qui, en fait, favorise des juridictions qui ne sont pas au Québec, donc de vendre de l'électricité, par exemple, à l'État de New York, à la Nouvelle-Angleterre. Ça crée un développement économique qui n'est pas local, forcément. Et aussi le manque à gagner, par exemple, du bloc, Romain en parlait plus tôt, le fameux 270 MW restant d'Hydro-Québec, ça représente sur 5 ans 650 millions de dollars de revenus que Hydro-Québec pourrait faire. Et c'est justement, on en parlait plus tôt, c'est pas un 300 MW qui va avoir un impact significatif sur la capacité d'Hydro-Québec à fournir de l'énergie aux communautés, aux entreprises, etc. Mais c'est un 650 millions quand même qui peut aller à peut-être développer plus de sources d'énergie renouvelables au Québec, de renforcer l'infrastructure et la grille québécoise. Et bon, c'est malheureux que c'est comme on ne sait plus vraiment où on s'en tient sur ces mégawatts-là, mais en attendant, c'est un revenu manqué. Oui, et juste pour ajouter quelque chose, et ça c'est pour nous tous d'aider à en fait changer les mauvaises premières impressions qui existaient avec la Bitcoin. Vous pensez que les impressions n'existent pas au niveau de la technologie? Ceci est faux, ça existe. Et en fait, les décisions que nous faisons et les politiciens faisons aussi sont souvent basées sur ces premières impressions. En prenant l'exemple de 3 Mile Island qui a eu lieu dans les années 60, si vous savez c'est quoi, c'est quand une crise nucléaire en Pennsylvanie. Et cette crise, en fait, a changé les impressions du monde sur l'énergie nucléaire. Avec cette mauvaise première impression, nous avons eu 50 années sans investissement, sans innovation et sans productivité au niveau d'énergie nucléaire. En ce moment, on regarde à ce moment-là et on dit ceci était l'un des moments les plus remarquables dans l'histoire de l'humanité. Parce que si nous avons eu l'occasion de faire 50 ans d'investissement et innovation sur l'énergie nucléaire, peut-être notre histoire au niveau environnemental va être différente aujourd'hui. Mais ceci, ce n'est pas le cas. Donc, si on résume, on entend le miner peut permettre d'une certaine façon d'exportation de l'énergie que nous avons, tout en gardant certains des bénéfices pour un développement. Donc, on a un développement économique qui peut se développer dans la région où la mine ou les mines se développent. On a vu des exemples réguliers. Qu'est-ce qu'on a autour? En fait, pour toucher sur ce sujet-là, c'est la manière de faire de l'exportation d'énergie la plus rapide et la moins compliquée en termes d'infrastructure, parce que pour exporter de l'énergie, il y a nécessairement des lignes de transmission qui doivent être construites et une infrastructure qui souvent n'est pas rentable quand on mine du Bitcoin, en fait, ça permet de consommer de l'énergie, de la transformer en un bien qui peut ensuite être vendu à l'international. Et c'est un peu ce que notre entreprise tente de faire en donnant accès à des contrats, en fait, un droit de minage à des tiers, sans avoir nécessairement être propriétaire de l'infrastructure, avoir la développer soi-même. Alors, si on va à l'étape d'après sur le développement, est-ce qu'on voit un lien entre le Bitcoin mining qui se développe, l'écosystème autour de Bitcoin, on va l'appeler comme ça, et l'accélération nécessaire, alors on a parlé de l'AI tout à l'heure, les cendres par exemple, mais du secteur technologique qui est très fort, qui a toujours été très fort au Québec, qui aujourd'hui est très fort au Québec. Est-ce qu'il y a une contribution positive de Bitcoin à cette
ce développement économique. Il y a toute une propriété intellectuelle locale qui peut être bâtie, mais peut-être le problème dans lequel on est fait face aujourd'hui, c'est qu'au Québec, il reste peut-être que les irréductibles du mining, parce qu'il n'y a pas vraiment de nouvel investissement international qui vient s'établir ici, faute de volonté politique. Et tout ce développement-là ne se fera pas parce qu'il faut le primaire, il faut l'entreprise, il faut le... Donc aujourd'hui, sur les 5 dernières années, occasion ratée Oui. de développement. Maintenant, regardons sur le futur. Oui. Donc, regardons sur le futur. Bitcoin mining et l'écosystème donc technologique plus financier convergent actuellement. Les investissements dont on parle, qui sont en infrastructure, en talent, en entrepreneurs qui ne viennent pas ou qui ne développent pas ici, ils font quoi? Ils iront ailleurs. En fait, on a été forcés, nous, en tant qu'entreprise québécoise, d'aller ailleurs. On a tenté d'exploiter les opportunités au Québec. On a été freinés pour plein de raisons. Et aujourd'hui, on part en Amérique du Sud parce que le Québec n'était pas tellement accueillant. On opère au Labrador. On a été reçus avec des bras peut-être un peu plus ouverts à l'époque, moins aujourd'hui. Mais on va là où on est bien reçu, en fait. C'est simple. Et ça, c'est important à ajouter parce que moi, en tant qu'avocat, je vois beaucoup de ça. Je dirais, la majorité de mes mandats, c'est comment je peux quitter le Québec. C'est ça. Donc ça, c'est la vérité. C'est comment je peux quitter le Québec puis faire mon entreprise ailleurs. Et ceci est un problème pour les gouvernements parce qu'une façon, ils veulent avoir un type de développement technologique et innovatrice ici au Québec, mais juste un certain type d'innovation, un certain type de développement. Mais c'est où notre avantage comparatif avec le marché global? Ça vient avec nos ressources naturelles, ça revient avec ça. Fait que nous, si nous voulons faire concurrence à l'échelle mondiale, il faut utiliser nos avantages. Et nous, on ne l'utilise pas. Autre chose intéressante, c'est aussi spécifiquement au niveau de minage. Moi, au début de Renault, il y avait une pluralité de nos clients étaient en minage. En ce moment, il y a juste 1 ou 2 clients qui restent, qui sont en minage. Puisque la majorité ont décidé de partir. Ils ont décidé de partir parce qu'ils ont vu que l'établissement politique n'est pas un client pour eux. Et pour répondre à la question spécifique à ce que Laurent a posé, c'est que dès que nous pouvons ouvrir nos portes à ce type d'innovation, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. D'abord, il y a des investissements. Moi, je connais déjà des compagnies de minage globales qui veulent faire des investissements quelque part. Ils sont à la recherche de juridiction pour bâtir des établissements importants. Si vous pensez que l'environnement n'est pas important pour eux non plus, ceci n'est pas correct. Pour eux, le Québec a l'avantage, c'est que nous pouvons faire en fait le Bitcoin dans une façon équitable et écologique au lieu de le faire dans des pays comme le Venezuela. Et ceci, c'est un avantage non seulement pour des compagnies, mais aussi pour le prix du Bitcoin, parce que le prix de Bitcoin, en fait, ça vient avec une valeur ajoutée sur le Bitcoin régulier. Avec tout ça, nous pouvons créer un écosystème qui est important ici. Et l'écosystème qui est sur la construction, sur le vente des achats des serveurs, sur des techniciens qui doivent travailler ici, sur les logiciels qui doivent être bâtis, qui doivent être développés pour optimiser ce type de minage. Et plus important, c'est que ça montre au monde que le Québec est ouvert pour les gens qui veulent faire l'innovation au niveau de la crypto-monnaie et du minage. Et ceci peut en fait permettre du monde de rester ici. Et nos talents, l'une de nos
autre talent, c'est notre connaissance d'économie. Oui, Québec, en fait, et Montréal en spécifique, nous avons le plus d'étudiants par capita dans tout le Canada. Mais en même temps, on a les plus d'étudiants qui quittent le Montréal. Et pourquoi? Mais l'une des raisons, spécifiquement ici, c'est parce que vous n'êtes pas, vous êtes pas bienvenus à faire votre compagnie. Il faut dans l'entreprise, on est les ans. Si on regarde, tout à l'heure on parlait d'opportunité, juste essayons de le placer entre ce qu'on entend positivement aujourd'hui dans le marché. On entendait tout à l'heure de panéliste avant, l'intelligence artificielle. Donc il y a convergence entre le Bitcoin mining et l'intelligence artificielle. Il y a aussi convergence entre, on l'a vu avec PayPal aux États-Unis, c'est pas Bitcoin, mais PayPal aux États-Unis qui lance un stablecoin. On se retrouve dans un environnement où l'écosystème des services financiers est aussi attaché à l'écosystème qui est en train de se développer. Donc, en fermant la conversation aujourd'hui, par exemple, on a, ce que j'entends du panel d'avant et de là, c'est qu'on met à risque le développement de l'intelligence artificielle pour laquelle on a investi depuis 5 ans de façon drastique au Québec, et les services financiers, si vous ne le savez pas, le Québec est un back-office important des services financiers internationaux qui sont autour ici. Donc, si on se met à risque comme ça, il faut le regarder de façon holistique. Avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Ok. Donc, pour ajouter à ce que tu viens de dire, c'est la raison de cette fermeture, je pense qu'il y a un manque de volonté politique parce que peu de gens comprennent la valeur de Bitcoin ou l'intérêt du réseau, de l'activité elle-même. Et c'est pour ça que pourquoi consommer des quantités d'énergie faramineuses pour une activité qui est considérée peut-être soit néfaste ou à peu d'intérêt pour le monde. Donc ça c'est peut-être plus philosophique. Comment est-ce qu'on change l'idéologie derrière la valeur et l'intérêt de Bitcoin ou Mais sinon, moi, comme je m'en fous si vous croyez si Bitcoin a la valeur ou non. Il y a un marché, il y a un prix au niveau de point de vue économique. Si nous pouvons faire un produit qui était le Bitcoin, c'est un produit non différent que d'autres types de produits, comme une voiture ou un avion. Et si nous pouvons faire ça dans une façon qui est avantageuse comparativement à d'autres juridictions, pourquoi pas? Le marché de Bitcoin existait depuis 15 ans en ce moment, et ceci est un marché qui va continuer d'exister. C'est un marché qui est liquide, c'est un marché qui peut supporter plus de Bitcoin. Fait que pourquoi pas nous? Puis la réponse, c'est que c'est l'est. Tu as raison, c'est une commodité comme un bloc d'aluminium, comme du ciment, comme plein d'autres denrées commodités. Et le fait qu'elle ne soit pas produite au Québec, c'est qu'elle va être produite ailleurs. Elle va être produite probablement pas avec de l'énergie qui est 100% renouvelable, de sources hydroélectriques. On a un avantage concurrentiel sur le monde qui est la ressource d'Hydro-Québec et c'est peut-être un patrimoine national, mais c'est vrai que si c'est pas ici, ça va se passer ailleurs. 100%. Et je veux juste ajouter une chose aussi, c'est que nous pouvons regarder un cas avec les compagnies de minage au Labrador et ce qu'ils ont fait pour en fait améliorer leur communauté. Ces communautés-là sont souvent des communautés rurales. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir une bonne centre de données? C'est que vous devez avoir des câbles fibres aux communautés rurales. Ça, c'est quelque chose qui est important pour le gouvernement, que tous les Québécois, même les Québécois qui habitent dans les régions, ont accès à l'Internet avec câble. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a bien parlé de chauffage avec le Bitcoin.
ce que cette compagnie-là, en Labrador, fait, c'est qu'ils croient sur les portes de tout le monde au Labrador à dire nous voulons, en fait, faire votre système de chauffage gratuitement pour vous. Et avec ça, nous allons en fait miner du Bitcoin et le Bitcoin va en fait chauffer vos communautés aussi. Et juste pour continuer avec cette opportunité, on a une nouvelle câble de haute gamme de fibres qui a été installée en ce moment entre l'Europe et le Labrador. On est prêt à exporter les pouvoirs de processus, non seulement pour le Bitcoin, mais aussi pour les IA partout au monde. En ce moment, le Québec peut juste exporter l'électricité à 3 personnes. C'est New York, Ontario et Terre-Neuve. Et comme Mike a... Depuis le mois dernier. Qui, quoi? Et l'Ontario n'en veut plus depuis le mois dernier. Oui, voilà. Donc, pourquoi on ferme nos portes à la façon que nous pouvons exporter nos ressources? Les ressources de processus des données en IA va être quelque chose qui est beaucoup plus vaste que le Bitcoin dans quelques années. Et en fait, le processus d'IA, en fait, je pense que ça multiplie 3 fois par année en ce moment. Merci. Je pense qu'on a des questions dans la salle. Moi, on a eu. Oui. Moi, j'avais juste une toute petite question sur ici. Est-ce qu'il n'y a pas, pour rendre attractif le minage de Bitcoin, utiliser des surplus d'énergie qui ne sont pas utilisés et qui, en fait, seraient juste de l'argent en plus pour ces compagnies ou pour l'État? En fait, ces surplus-là existent. Au Québec, il y a une étude qui date de quelques années de l'Université de Montréal où il y a 32 TWh annuels. Donc 32 TWh, c'est 32 000 mégawatts qui ne sont pas utilisés au Québec, qui pourraient être utilisés directement au point de génération. Écoutez, oui, absolument. Mais le problème, comme je disais plus tôt, je pense que c'est un manque de volonté politique et c'est peut-être une incompréhension du domaine et pas nécessairement seulement de la valeur de l'activité qu'on fait, mais ce qui en découle, comme Laurent le souligne tout à l'heure. Par exemple, en intelligence artificielle, maintenant il y a plusieurs entreprises qui faisaient du mining à l'époque qui se recyclent faute de profitabilité en compagnie de AI, ou essaient de transformer ces centres de données en centres de données AI. C'est quelque chose qui ne pourrait pas se faire autrement parce que c'est beaucoup plus difficile d'établir une entreprise. En fait, le calcul économique d'établir une entreprise de mining est beaucoup plus simple à faire et pendant quelques années était beaucoup plus facile à investir que de se lancer dans des investissements pour un centre de données en intelligence artificielle. Donc, rapidement, oui, mais le problème, c'est que c'est pas nous qui décidons, c'est la Régie de l'énergie, c'est nous au Québec. Ces enjeux-là, présentement, sont débattus et puis on espère que la conclusion sera positive. Oui. Une question? On a quand même peu d'exemples dans le monde de gouvernements ou de juridictions qui sont ouvertement pro-Bitcoin, qui ont des politiques qui sont favorables au Bitcoin, etc. etc. Est-ce que vous pourriez nous dresser un portrait robot? Oui, il y en a beaucoup en fait. Et je trouve que ces juridictions-là, nous donnons un cas exemple de ce qu'on pouvons faire. Et en loi, on s'appelle ça l'arbitrage juridique. Oui, ça veut dire que, et ça se fait beaucoup avec des petites îles de Caribéen qui dit, OK, voici un régime législatif qui est en fait beaucoup plus favorable pour certains types de compagnies. Et avec ce type de régime, nous pouvons accueillir beaucoup plus de compagnies dans notre pays qu'avant. Le cas exemple, c'est le Bermude. Je fais beaucoup de travail avec le Bermude. Et le Bermude, en fait, a un régime législatif qui est extrêmement important au niveau mondial concernant la crypto-monnaie et la Bitcoin. Et avec ce type de régime, ils ont eu l'occasion d'accueillir des compagnies comme Coinbase pour établir
son siège social global aux Bermudes. Bermudes, en fait, c'est une pays de 80 000 personnes. C'est un pays de 80 000 personnes. Ça demande, si nous, ici au Québec, décidons de faire des décisions comme ça, peut-être pas avec les cryptoactifs en soi, mais peut-être avec le crypto-minage, nous pouvons en fait créer ce type d'arbitrage pour accueillir des gens de venir ici. Mais juste pour finir la question, les exemples de pays qui soutiennent le Bitcoin sont souvent soit des exemples, comme tu dis, de 80 000 habitants, donc on a du mal à to relate, quoi. On a du mal à se comparer avec ce genre de juridiction, ou c'est souvent des dictatures ou des pays qui n'ont pas la même infrastructure politique, démocratique, etc. Comment est-ce que ça ressemblerait à quoi une politique favorable dans un pays comme le Canada et dans une province comme le Québec? Est-ce qu'il y aurait des nuances, des différences? Moi, je crois, pour avoir vécu à 2 endroits différents, je pense que, 3 même, je pense que le problème, c'est un enjeu économique. Et je pense que, malheureusement, l'intérêt au Québec n'est pas assez grand pour développer notre secteur parce qu'il y a d'autres marchés internationaux qui peuvent être développés. C'est-à-dire de vendre de l'électricité aux États-Unis, dans différents États. C'est une possibilité. Bon, ça prend des lignes de transmission, ça prend de l'infrastructure à développer et il y a peut-être de la congestion présentement sur le réseau, mais il y a un futur. Et c'est aussi ce qui permet à Hydro-Québec maintenant de dire qu'on va manquer d'énergie dans les 10 prochaines années et on devrait construire plus de barrages hydroélectriques, etc. J'y crois pas, mais ça c'est personnel. Par exemple, nous on opère au Paraguay aussi. Leurs enjeux économiques sont très différents. C'est un pays qui est en Amérique du Sud, qui n'a pas de frontières maritimes, qui est comme dans le milieu du continent, qui a vraiment juste 2 voisins économiques qui sont le Brésil et l'Argentine. L'Argentine a ses propres problèmes économiques et c'est pas vraiment un trading partner intéressant pour eux. Et c'est une économie qui est très agraire aussi. Ils vendent du bétail et des fèves de soya, mais pas grand-chose d'autre. Et énormément d'électricité à un seul client qui est le Brésil. Donc, eux, quand ils nous ont vu arriver, puis je dis, nous, pas nécessairement nous, mais tous les mineurs, d'ailleurs, la personne qui m'a aidé à découvrir le Paraguay et ici présent, c'est Jackson, ils ont compris tout de suite qu'ils avaient un problème, que leur électricité ne peut être vendue que dans un seul marché, qui est le Brésil, à un prix qui est pour eux présentement dérisoire. Et ils ont vu une industrie qui pourrait leur permettre de vendre cette électricité sans construire l'infrastructure nécessaire pour l'exportation. Au Québec, on est très content. Il y a une compagnie entière qui est dédiée à construire l'infrastructure nécessaire pour l'exportation, c'est TransÉnergie. Chez eux, c'est quand on est venu leur dire qu'on pourrait consommer autant d'électricité qu'ils pouvaient nous en fournir et qu'on ferait tous les investissements nécessaires pour la consommer, c'était comme un miracle, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens pour eux d'exporter ces milliers de mégawatts-là annuellement. Donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce qui pourrait peut-être pousser le Québec à comprendre cet avantage économique-là? Peut-être que leur alternative n'est pas si intéressante qu'il la croit, peut-être de vendre l'électricité à l'État de New York pour bénéficier d'autres économies au détriment de la nôtre. En tout cas, malheureusement, je ne pense pas qu'ils comprennent, qu'ils veulent le comprendre. Merci. Une question, enfant? Oui, le modèle que vous avez présenté est très intéressant. Tous les pays qui ont l'énergie excédentaire, ici l'hydroélectricité, en fait, aux États-Unis, c'est sûrement le gaz naturel qui est flambé très souvent. En Australie et en Angleterre, c'est le charbon. En fait. Donc tous les pays qui ont cette ressource excédentaire, en fait, pourraient les transformer dans une richesse avec les bitcoins ou avec les autres crypto-devises. Ce qui m'interpelle, c'est un peu intéressant. Ça veut dire
Smith qui avait passé ces deux expériences il y a 1 an et au mois de décembre, et aussi assez récemment, ils ont produit un surplus d'énergie. Ça veut dire que ceux qui peuvent contrôler ces ressources pourraient contrôler le système monétaire. Est-ce que vous voyez cette possibilité à l'avenir, ou est-ce qu'il y a des enjeux qui devraient être... C'est pas seulement l'énergie. Donc l'énergie, c'est une composante, c'est une composante très importante parce qu'il faut faire opérer les machines, mais il y a aussi, en fait, la puissance de calcul elle-même, moi je la considère comme commodité parce que ça prend plusieurs éléments. Ça prend l'énergie, bien sûr, qui elle-même est une commodité. Ça prend du silicone, des chips, qui sont elles-mêmes aussi une commodité. Ça prend beaucoup de cuivre, de fer, de tout, d'aluminium, toutes des commodités en soi qu'on fait converger et qu'on ensuite se transforme en puissance de calcul. Et cette puissance de calcul-là est contribuée au réseau Bitcoin, qui ensuite est comme gelé en actif, en Bitcoin, qui ensuite peut être transigé. Et donc, oui, d'obtenir l'énergie, c'est primordial, mais il y a des ordinateurs, il y a de l'infrastructure, il y a plein d'autres trucs qui ça requiert des investissements et de l'expertise. Donc, c'est pas le seul élément. Le jour où quelqu'un bâtirait une centrale nucléaire, une centrale à fusion, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont contrôler le réseau Bitcoin du jour au lendemain. Et au niveau d'une question géopolitique, laissons regarder à l'exemple du Taïwan. Pourquoi les États-Unis protègent le Taïwan? Mais exactement. Mais si on regarde dans l'avenir, si on pensait que le IA va devenir l'une des choses extrêmement importantes pour le marché global, et si l'élément composant qui est le plus important pour générer le processus IA, c'est le processus de pouvoir des données, et si le Québec peut avoir un marché, une morceau de ce marché-là important, est-ce que ceci n'est pas une forme de pouvoir pour le Québec non plus? Oui, j'imagine. C'est un commentaire intéressant pour clore. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Je peux ajouter un petit commentaire au début de l'échange. On a discuté de l'énergie nucléaire provenant des fissions. Et on parlait de l'incident à Three Mile Island, il y a eu des autres, il y a Tchernobyl et Fukushima. Mais ce qui s'est passé à partir de ça, on a vraiment, la technologie c'est toujours évolué. À l'époque, on avait les réacteurs de génération 1 qui avaient une grande et apportaient beaucoup de plutonium. Les réacteurs de nos jours, en fait, sont beaucoup plus sécuritaires. C'est les générations 4, sont beaucoup plus sécuritaires. Et en fait, il y a beaucoup moins de plutonium qui est produit dans la procédure. Donc, on peut dire que oui, il y avait cette crise à l'époque, en 1980 ou 81, je crois, mais on a toujours avancé. C'est malheureusement le sentiment public. C'est ça, l'analogie, je crois que c'est la mauvaise presse qui a été faite par ces incidents nucléaires, qui en fait est un peu la mauvaise presse que Bitcoin a eu à sa naissance, que c'était un bien qui était utilisé pour des activités illicites, pour du blanchiment d'argent, pour acheter de la drogue sur Internet, etc. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, c'est vraiment pas la meilleure monnaie pour le faire. Mais il y a encore cette image-là, cette image publique qui est accrochée à Bitcoin, qui est difficile à dépasser. Et puis, on essaie de le faire tant bien que mal, mais... Donc, ce qu'on résume du panel de ces conversations, c'est bien de regarder ce qu'on fait aujourd'hui, la consommation énergétique. Il y a une question de renouvelable qui peut être posée. Il y a aussi l'impact immédiat sur
de ne pas agir, c'est de ne pas être engagé dans cette transformation qui est en train de se passer. Je pense que dans la salle, on est assez d'accord que ça se passe, elle a lieu. L'opinion publique est quelque chose de différent. Il y a l'opinion publique globale et celle au Québec particulièrement qui est très attachée et très liée à l'énergie. Je pense qu'on peut se laisser sur la question quel est notre risque de ne pas le faire pour notre Québec. Merci.